Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Back-to-back bien laborieux de la part des Bulls pour leur retour au United Center en affrontant les Knicks et les Pacers deux soirs de suite. Beaucoup d'éléments à mettre en avant pour justifier un petit peu pourquoi ce back-to-back a été aussi laborieux. Dans un premier temps, il faut parler du calendrier parce que te pondre un back-to-back à domicile quand tu reviens d'un road trip de 5 matchs à l'ouest avec pas toujours la même heure à chaque fois, donc tu changes d'heure quand tu vas d'une ville à l'autre, etc. Les voyages, et là tu reviens et direct t'enchaînes avec deux matchs de suite contre deux équipes en plus au style défensif qui sont assez similaires et qui sont pile ce qui nous convient pas, mais bon ça c'est autre chose. Je veux dire quand tu fais le calendrier à la base, merde putain un back-to-back quand tu reviens de l'ouest, c'est chaud. Déjà de base, là, comme ça, sur le papier, c'est chaud. Mais alors en plus, voilà, quand tu affrontes deux équipes à la solidité défensive, ou du moins en tout cas avec le profil défensif qui est pile ce qui gêne le plus les Bulls, ça faut pas s'étonner que les deux prestations qu'on a fournies aient été aussi compliquées, difficiles et on a vraiment eu beaucoup de mal dans les deux matchs à trouver un rythme offensif, à mettre l'énergie qu'on avait l'habitude de mettre sur les matchs précédents. Euh, le match contre les Knicks, où le début de match était très bon, des bonnes attaques du cercle, des retours défensifs, des aides. On a vraiment, on est bien rentré dans ce match-là, mais ça n'a pas duré. Il y a eu beaucoup de fautes, un jeu très haché qui a cassé le jeu. On a eu beaucoup de mal ensuite à repartir de l'avant, à reprendre du rythme, à accélérer, mettre des trucs rapides en place, alors que c'est ce qui fait c'est ce qui fait notre jeu, quoi. C'est une bonne partie de notre jeu, c'est d'aller vite. Et on a eu beaucoup de difficultés à mettre ça en place par la fatigue cumulée, par les fautes qui cassaient le jeu et le rythme, et puis tout simplement par les Knicks qui se sont adaptés aussi, euh, avec, euh, avec un intérieur qui est toujours un secteur intérieur qui nous gêne énormément défensivement, puisque Nerles Noël, c'est un petit peu le même profil qu'un Nurkic par exemple, et ça c'est ce qui nous complique beaucoup la tâche, parce que comme je l'avais déjà expliqué, je ne sais plus si c'était dans une des vidéos précédentes ou dans un des articles que j'ai posté dernièrement, mais en fait, avec notre manque de taille, et encore plus quand Vucevic et Patrick Williams ne sont pas là, euh, pour compenser ça, on arrive à le faire à peu près quand on affronte une équipe avec un poste 5 qui peut s'écarter du cercle. Et à ce moment-là, on fait en sorte qu'il reste écarté du cercle. Par exemple, Anthony Davis avec les Lakers. Euh, on l'a repoussé assez loin et fait en sorte que voilà, si tu veux être dangereux face à nous, euh, prends des shoots de loin, des shoots à 3 points, mais on va essayer de faire en sorte que tu ne sois pas près du cercle. Et même chose de l'autre côté défensivement en essayant de l'éloigner parce que voilà il remonte beaucoup sur les screens, etc. Et la protection du cercle est moins assurée. Sauf que là, euh, contre les Knicks, t'as Nerlens Noel qui reste sous le cercle. Contre les Pacers, t'as Miles Turner qui reste sous le cercle et qui est excellent en protection du cercle. C'est le meilleur contreur de la ligue, il est à 3 comptes par match. Et du coup, c'est beaucoup plus dur parce que déjà, quand ils s'en servent pour axer leur défense sur le fait que on va empêcher les Bulls d'attaquer le cercle, leur donner le minimum d'espace possible et les forcer à shooter à 3 points pour nous battre. Et sachant qu'on est l'équipe qui a le plus faible pourcentage à 3 points, ou en tout cas dans les 3 ou 4 pires équipes en termes de pourcentage à 3 points, mais aussi en termes de volume de tir à 3 points, et bah voilà, c'est un piège qui risque de nous tomber dessus de plus en plus régulièrement de la part des équipes adverses, c'est-à-dire qu'ils vont boucler l'intérieur et dire bon bah si vous voulez nous battre, enchaînez les paniers à 3 points. Et du coup bah il faut qu'on ait une bonne soirée à 3 points du coup pour se sortir un petit peu de ce piège, étendre les défenses et à ce moment-là obtenir un peu plus d'espace à l'intérieur pour attaquer le cercle. Euh, Contre New York, on a fait 11 sur 29 à 3 points.
Zach Lavine, il fait 0 sur 5 sur ce match-là à 3 points. Mais il y a eu au début du quatrième quart, voilà, Kobe White qui a commencé à rentrer des paniers à 3 points. Ses premiers paniers véritablement depuis son retour de blessure. Donc ça lui a fait du bien et ça a fait du bien aux Bulls. Et c'est au début du quatrième quart qu'on a aussi commencé à voilà, prendre un petit peu l'ascendant, les devants, passer devant et plus trop lâcher cette avance, même si ça a été serré jusqu'au bout. Lonzo Ball a fait 3 sur 7 de mémoire à 3 points sur ce match-là aussi, donc lui aussi a été précieux. Mais voilà, sur le match contre Indiana, par contre, on a été à 6 sur 28 à 3 points. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué avec Lonzo Ball qui, pour le coup, est à 0 sur 4, Kobe est à 0 sur 3, euh, euh, Troy Brown qui a eu du temps de jeu parce que Caruso était pas là, il a fait 1 sur 4 à 3 points. Matt Thomas, qu'on a fait rentrer dans le garbage time, non pas dans le money time, dans le garbage time, 1 sur 4 à 3 points aussi. Mais bon, là, de toute façon, le match était déjà plié. Mais voilà, c'est. Maintenant, les défenses se sont un petit peu adaptées à notre manière de jouer. Ils voient que DeRozan et Lavigne adorent jouer en mid-range. On a claqué énormément de dunks sur jeu ouvert. Donc, du coup, maintenant, ils resserrent les espaces. Ils nous obligent à bombarder à 3 points pour essayer de les battre. Et forcément, bah, c'est un petit peu plus compliqué. C'est passé contre les Knicks, plus ou moins ric-rac, parce qu'ils nous ont vraiment mis en difficulté. Mais ça a été une catastrophe contre les Pacers. On n'a eu aucune adresse, mais même de près, on a raté énormément, énormément de lay-up qui ça tapait le cercle, ça ressortait. Des shoots en mid-range, des shoots à 2-3 mètres, ça ressortait tout. On a eu une adresse absolument infâme sur ce match face aux Pacers, qui vient de leur défense, mais aussi de la fatigue cumulée avec le back-to-back, les déplacements sur les matchs d'avant, l'absence de Vucevic et de Williams et de Caruso. Bref, quand tu mets tout ça en cumulé face à une équipe comme les Pacers, qui a un bilan négatif à l'heure actuelle, mais qui est un petit peu en trompe-l'œil pour moi, j'ai toujours pensé que cette équipe était bien plus solide que ce que son bilan actuel affiche. Et là d'ailleurs, depuis quelques matchs, ça va beaucoup mieux pour eux et je pense qu'ils vont opérer une belle remontée au classement dans les prochaines semaines. Mais voilà, tout ça mis bout à bout, bah, ça explique cette très très large défaite avec la prestation la plus infâme qu'on ait eu à voir depuis le début de saison. On a quand même inscrit 77 points seulement en 48 minutes. Il y a 3 quarts-temps où on est à 16 points maximum. Il n'y a qu'un quart-temps où on dépasse les 20 points. Et les 3 autres, on est bien en dessous, quoi. Donc, quand on parlait sur le road trip où à chaque fois dans les premiers quarts-temps, on atteignait au moins les 30 points, là, sur le back-to-back à domicile, on a mis 25 points contre l'Enix au premier quart et on en a mis 16 contre les Pacers. Donc tout de suite, l'écart est beaucoup plus violent et beaucoup plus prononcé. Euh, donc du coup, ça nous a donné ce back-to-back un petit peu compliqué, où on a eu aussi beaucoup de difficultés au niveau des rebonds. Bah voilà, on est éloigné de notre cercle, on prend des shoots à 3 points, on n'a personne dessous pour essayer de rattraper nos loupés, donc très peu de rebonds offensifs. Euh, Même en mettant Alizé Johnson, ça a été un petit peu mieux, mais ouais, ça suffit pas, quoi. Tu peux pas juste mettre un joueur et espérer qu'ils les prennent tous. Il y a quand même eu du bon taf avec Derrick Jones Jr., avec Javonte Green, qui ont essayé d'avoir un impact du mieux qu'ils pouvaient. Mais sur le match contre les Pacers, on perd la bataille au rebond 59-38. Et il n'y a aucun joueur des Bulls qui prend plus de 5 rebonds. Je crois qu'ils sont 3 ou 4 à 5 rebonds. Il y a Jones, il y a Green, euh, je sais plus qui d'autre dans le 5 de départ, Bradley sûrement, et peut-être Zach Lavine ou Lonzo Ball, mais enfin en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer sur la durée, et c'est pourquoi le retour prochain de Nikola Vucevic va nous faire beaucoup de bien, parce que même si ben, parfois il n'a pas eu d'adresse en début de saison, ses rebonds, ses passes, ses screens vont nous faire énormément, énormément de bien. Et puis ben, voilà, ça fait un mec en plus pour voilà, faire souffler un peu les autres qui ont été bien, bien impliqués sur le dernier match. Donc d'ailleurs, Vucevic, après le match contre Indiana, de cette nuit, Billy Donovan donnait un petit peu des nouvelles en disant qu'il n'est plus vraiment dans le protocole Covid. Il va faire le voyage avec le reste de l'équipe à Houston pour jouer les Rockets ce mercredi. Mais là où Donovan était un petit peu plus flou, ou en tout cas un petit peu plus inquiet sur le fait que Vucevic joue, c'est que bah, au niveau de sa condition physique, ça fait une semaine, 10 jours
qu'il a pas joué, qu'il s'entraîne pas ou très peu, et que donc bah voilà, c'est plus à ce niveau-là qu'il avait des petites incertitudes. Mais voilà, après, voilà. Ce qui est sûr, c'est que Vucevic n'est plus en protocole Covid, il est remis et donc peut revenir. Mais voilà, c'est une question maintenant de retrouver un petit peu de conditions physiques. Et il aura peut-être une limitation de minutes contre Houston, sachant que derrière, et là aussi, au niveau du calendrier, ils se sont pas foutus de notre gueule. On va à Houston mercredi, on va à Orlando vendredi, on joue le Magic vendredi soir, et le lendemain, on est au United Center pour recevoir Miami. Qu'est-ce que c'est que ce back-to-back? Tu le débutes en Floride, tu le finis à la maison, donc t'as le trajet, le décalage horaire, et en plus tu te tapes une équipe du Heat monstrueuse sur le deuxième match du back-to-back. J'aime autant te dire que ce match-là, samedi soir contre Miami, je pars pas du tout dans de bonnes ondes sur ce match-là. Je le sens pas du tout, quoi. Euh, je comprends pas. Qu'on joue Miami en deuxième soir de back-to-back, mais au moins à Miami, t'es à côté, t'étais à Orlando. Non, là, faut aller à Chicago. Bon, après, c'est compliqué de jongler avec les calendriers. Miami, en ce moment, ils sont aussi en déplacement dans le nord, etc. Je sais pas trop, mais c'est vraiment une période laborieuse. Donc, vivement qu'il y ait un petit peu plus de repos pour reposer tout le monde, parce que là, ça fait depuis plus de 2 semaines, 2 semaines et demie, quasiment 3 semaines, qu'on n'a pas eu 2 soirs de suite sans match. Et la prochaine fois, donc ce sera la semaine prochaine, donc après le match contre Miami le samedi, on joue pas le dimanche, on joue le lundi contre Charlotte. Et ensuite, on a mardi, mercredi sans match, avant de se déplacer à New York pour jouer à New York le jeudi soir et à Brooklyn le samedi soir. Donc il y a quand même des matchs de grosse qualité, hein, comme je l'ai dit, tu as Miami, New York, Brooklyn, Charlotte. Euh, enfin, on aura 2 matchs de repos. Et notre prochain back-to-back après celui de Orlando-Miami, ce sera les 19 et 20 décembre contre les Lakers et Houston, les deux à domicile. Donc au moins tu voyages pas entre les 2 matchs. Et en plus, là, tu auras 2 jours de repos avant, 2 jours sans match. Donc déjà, ça, c'est un petit peu mieux à ce moment-là. Mais bon, d'ici là, ouais, c'est clair que ça va être... il y aura des soirées où on devra forcément euh, évoquer la fatigue pour justifier s'il y a des trucs qui se passent mal. Parce que, bah voilà, c'est pas une excuse, c'est un constat, c'est clair, la fatigue, elle est là. C'est la même chose pour toutes les équipes, ok, mais au bout d'un moment, voilà, t'as forcément des circonstances qui font que là, on était en back-to-back hier, Indiana ne l'était pas, ils n'y revenaient pas d'un West Road Trip de 5 matchs avec des décalages horaires, ils n'avaient pas 2 titulaires en moins, donc forcément, voilà, chaque match a son histoire, ses circonstances, mais c'est clair que là, t'as une période comme ça où t'enchaînes les soirs comme ça où c'est extrêmement compliqué physiquement de produire quelque chose. Et on l'a vu, là, sur le match contre Indiana, dès le début, on n'y était pas du tout, même défensivement. Il n'y avait aucune énergie, il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas de rotation pour aider celui qui allait aider. Donc, les efforts n'étaient pas là, il n'y avait tout simplement pas l'énergie suffisante pour ça. Donc, il est arrivé ce qu'il est arrivé. On a pris une crevée de plus de 30 points à domicile contre les Pacers. Donc, c'était on la sentait venir, on en parlait sur Twitter dans l'après-midi, on sentait que ce soir-là, ça allait être très très compliqué, et effectivement, ça l'a été, et pas qu'un peu, quoi. Donc voilà, maintenant, on va espérer récupérer Vucevic le plus vite possible, et faire en sorte que bah, on reparte de l'avant avec ce match à Houston, qui est sur 15 défaites consécutives de mémoire. J'ai regardé vite fait le classement. Ensuite, on va à Orlando qui est sur une grosse série de défaites également, qui est dernier de la conférence Est. Donc voilà. Après, ça va être plus dur avec Miami le lendemain en back-to-back, et puis Brooklyn, Charlotte, et ensuite New York-Brooklyn. Donc, pardon. Mais voilà. Euh, pour ce qui est du reste, donc ouais, on a donné des news de Vucevic. Caruso n'a pas joué le match contre les Pacers parce que il avait un souci au poignet gauche qui est il jouait déjà avec ce souci au poignet gauche sur la quasi-totalité du road trip, puisqu'il s'est blessé sur le match contre les Lakers lundi, en encaissant un passage en force et en retombant, en s'appuyant sur son poignet gauche, ça l'a un petit peu froissé, entre guillemets.
Donc il a joué les matchs suivants avec ça, mais là c'est la douleur était peut-être un peu trop intense. Puis en back-to-back, ils ont peut-être pas voulu prendre de risques non plus et faire en sorte que ça s'aggrave pas. Euh, il est prévu normalement qu'il voyage avec l'équipe à Houston et à Orlando. Donc il devrait revenir sur ces matchs-là, même si d'ici là il peut encore se passer des choses. Il y a un entraînement prévu avant de faire le vol à Houston, donc à voir comment ça évolue. Mais normalement, on va croiser les doigts, mais normalement il devrait être là et Patrick Williams serait le seul absent longue durée de l'équipe. En tout cas, Donovan ne semblait pas plus inquiet que ça sur la blessure de Caruso. Donc voilà, faut juste espérer que ça s'aggrave pas, quoi. C'est un petit peu comme le pouce de Zach Lavine par exemple. Donc voilà. Le quiz maintenant, donc dans le dernier quiz on parlait de Ben Gordon pour le deuxième quiz consécutif. On se demandait où était sa place dans le classement au nombre des 3 points dans l'histoire des Bulls. Il est deuxième avec 770 paniers à 3 points inscrits dans l'histoire des Bulls. Il était même premier quand il est parti, mais quelques années plus tard c'est Captain Kirk Henry qui est passé devant et qui a pulvérisé le record. Puisqu'il en est à 1021 je crois, Kirk Henry, donc quand même là il va falloir aller le chercher. Euh, et la question cette fois-ci porte sur le joueur de la semaine, parce que je suis dit, peut-être un petit peu naïvement, que Demar DeRozan avait un dossier assez solide à présenter pour être désigné joueur de la semaine à l'Est cette fois-ci. C'est Giannis qui l'a eu de manière méritée, hein, parce qu'en plus les Bucks étaient invaincus. Euh, mais du coup, je me demandais, et surtout je me suis dit, ça peut faire une question sympa. Dans la saison 2016-2017, Jimmy Butler est le dernier joueur des Bulls à avoir été élu joueur de la semaine, c'était en 2016-2017. À combien de reprises dans cette saison-là il a été élu joueur de la semaine en tant que joueur des Bulls, en tant que dernier joueur des Bulls à avoir été élu joueur de la semaine. Donc voilà, un petit quiz sympa. Euh, je Il n'y aura pas de live tweet pour Houston parce que je ne serai pas du tout chez moi avant le jeudi après-midi, donc je ne verrai pas le match tout de suite. Le prochain live tweet, je sais pas. Je sais pas, on verra. On verra bien, mais là, ouais, les prochains matchs, je vais tous les bosser à chaque fois. Mais bon, de toute façon, il y aura les articles le lendemain pour revenir sur ça. Comme chaque lundi et comme je l'ai publié hier, le baromètre des Bulls avec joueur par joueur, ce qui était bien, pas bien. Des infos sur la G-League aussi avec Dodson qui a cartonné dernièrement. D'ailleurs, lui et Simonovic ont joué le garbage time contre les Pacers et Simonovic a inscrit son premier point en NBA avec un lancer franc. Mais voilà, toujours voilà, des articles à droite à gauche. La prochaine vidéo, je vais essayer de la faire vendredi pour parler du match de Houston avant le back-to-back. Parce que si j'attends le back-to-back, ça fait 3 matchs sur lesquels revenir et après ça fait un peu long. Donc voilà, on va essayer de faire ça vendredi pour parler de Houston. Et puis voilà, d'ici là, on espère qu'il y aura le retour de Vucevic, que Caruso sera là aussi, qu'on aura une victoire au Texas qu'on pourra fêter. Et puis ensuite, on abordera le back-to-back aussi sereinement qu'on le peut et en essayant de ne pas être trop fatigué. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. C'est vrai que moi aussi ça commence là, l'enchaînement des matchs, ça pèse un petit peu. Mais voilà, on va prendre le temps de bien se reposer et être à fond pour aborder la suite de la saison. Donc voilà, d'ici les prochains matchs, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.